Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, comment penser l'emprise et comment s'en défaire? Et oui, c'est la question posée en couverture du numéro de juin de la revue Sciences Humaines. L'emprise des écrans et des réseaux, l'emprise de l'hyperconsommation ou encore du travail, sachant que ces formes d'emprise, écrit le magazine, ne sont pas celles d'un pouvoir totalitaire et occulte qui nous manipulerait à notre insu. Nous en sommes plutôt des victimes affolées, certes, mais consentantes. D'où cette question, comment décrocher? Et à regarder les unes de la presse, on se dit qu'elle est parfaitement d'actualité. À commencer par Internet et les nouvelles technologies. Alors on a l'angle optimiste à travers l'ouverture à Paris du salon Vivatech, prometteur en matière d'investissement et d'emploi. C'est la une des Échos. Macron place Paris au cœur du débat sur l'innovation. Retour sur l'opération séduction menée hier à l'Elysée pour vendre la Startup Nation aux géants du secteur Facebook, Microsoft et IBM. Macron cajole les stars du numérique, titre le Figaro Écho, là où l'opinion le sacre littéralement président des geeks. Et puis il y a aussi l'autre angle, celui plus pessimiste de la protection des données, ces mines d'informations que nous laissons sur Internet. Sujet en une de La Croix, Ouest France, La Dépêche du Midi ou encore Sud-Ouest qui titre la peur grandissante des Français d'être fliqués sur Internet. Constat tiré d'un sondage BVA, 77% des personnes interrogées se disent effectivement inquiètes concernant l'utilisation de leurs données par les géants du web. Sauf que la peur ne mène pas forcément à un changement de comportement. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on comprend en tout cas en lisant les Échos qui nous apprennent que malgré le scandale Cambridge Analytica, les utilisateurs de Facebook n'ont pas fui, bien au contraire, écrit la journaliste Anaïs Moutot. Fin avril, le nombre de personnes connectées au réseau social a augmenté de 13% pour atteindre désormais 2,2 milliards d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que Facebook a su se rendre indispensable, jugent les Échos. Les bénéfices qu'on peut en tirer sont immédiats et l'idée de risque, elle, est reléguée dans un futur lointain. Bel exemple d'emprise. Je n'ai pas confiance, mais je reste. Dans La Croix, le philosophe Michael Fossel y voit un mécanisme assez classique finalement. Comme nous ne sommes pas sûrs de ce que nous vivons, nous le soumettons au regard des autres. Nous recherchons des témoins et les réseaux sociaux, dit-il, répondent à cette recherche, à ce désir d'attester ce que l'on est. Voilà de quoi penser l'emprise des réseaux sociaux sur nous. C'est à retrouver dans La Croix. Sinon, pour comprendre qu'il y a bien pire que notre addiction consentie, vous pouvez lire le dernier courrier international sur la Chine. L'État Big Brother, comment Pékin amasse les données personnelles de ses citoyens à des fins commerciales et politiques. Et puis, dossier sur le même thème dans l'édition papier de Ouzbek Erika. Chine, l'empire nos limites, où l'on énumère ce qui est mis en place là-bas et qui pourrait éventuellement arriver ici, de la multiplication des caméras à reconnaissance faciale dans la rue à la mise en place d'une note sociale pour chaque citoyen. Ça ressemble aux séries télé de science-fiction de type Black Mirror, sauf que ce n'est pas un scénario, écrit Ouzbek Erika, mais bien une réalité. Et puis, autre emprise, autre addiction, notre hyperconsommation de plastique, c'est le dossier de une de l'Obs cette semaine. Avec cet appel en couverture, déplastifions-nous, oui. Et ce reportage d'Arnaud Gonzague intitulé Demain j'arrête, une liste de conseils délivrés par Aline Gubry, blogueuse de 22 ans, qui a décidé il y a 3 ans de traquer les plastiques dans sa vie et de les remplacer autant que faire se peut. Alors fini les plats préparés et bonjour la cuisine, que du vrac, sans emballage évidemment, des cookies faits maison pour remplacer les paquets de gâteaux suremballés, de l'huile de coco pour faire office de crème hydratante, du savon de Marseille pour le liquide vaisselle, pareil pour la lessive avec un petit peu de bicarbonate de soude en plus. Résultat, de très nombreux récipients en verre et surtout 30% d'économie dans son budget, comme dit l'Obs, sans revenir à l'ère préhistorique. Ça fait quand même pas mal de pistes pour réduire drastiquement la présence des plastiques dans notre vie. Et preuve s'il en fallait que non seulement on en produit énormément, mais qu'en plus ils ne disparaissent pas. Cet article trouvé dans le Parisien, sous la plage, les décharges, parce qu'à la faveur de l'érosion des côtes et des tempêtes hivernales, écrit le journal, d'anciens dépôts d'ordures réapparaissent. Photo effrayante d'une falaise éventrée près du Havre, recrachant sur la plage des tonnes de déchets plastiques, reliquat de l'ancienne décharge de Dolmar, ouverte en 62 et fermée en 2001, enfin fermée ou plutôt recouverte de terre et complètement oubliée, comme bien d'autres d'ailleurs, puisque d'après l'association Robin des Bois, la France en compterait 20 000 des décharges sauvages. La photo du Parisien est assez effrayante. Ouais. Enfin, puisqu'on parle d'emprise, interview de William Scheller dans Paris Match qui lui évoque son addiction
à la cocaïne. Et oui, c'est après avoir fait 200 concerts, un burn-out puis un double œdème pulmonaire qu'il a compris qu'il payait ses excès. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de coke, dit-il. Je me suis bien poudré le nez dans les années 60 et 70, mais au moment où je le vivais, c'était amusant. C'est un stimulant physique et intellectuel et c'est là qu'est le danger, parce qu'avec la cocaïne, sur le plan artistique, j'étais réellement meilleur, confie-t-il à Sacha Reims. Comme avec les amphétamines, on trouve plus rapidement des solutions aux choses, pratiques dans l'instant, ravageurs ensuite. Il y a 3 ans, écrit Match, William Scheller a frôlé la mort. Aujourd'hui, il revient doucement à la musique et projette de faire un album instrumental avec son petit-fils. Tu penses à la mort, lui demande carrément Sacha Reims. Oui, mais sans aucune peur, répond-il. À 72 ans, je veux prendre mon temps, ne plus aller danser sur les plateaux, ne plus y traîner ma vieille carcasse. Je ne veux pas louper ce qu'il me reste de vie. Et puis, je peux travailler encore 10 ans comme compositeur. Après tout, on n'est jamais à l'abri de composer quelque chose de bien. Je peux même pousser jusqu'à 15 ans, conclut-il. C'est la vie entière d'un chien, voilà, à lire dans Paris Match. William Scheller, revenu d'un burn-out, sorti de l'emprise et vraisemblablement toujours en quête d'être un homme heureux. Un homme heureux, évidemment, tube de William Scheller. Merci beaucoup Marion Lagardère pour la revue de presse.